peut le faire, il doit le faire. Mais en m'obligeant à faire, je fais un travail d'acceptation. Papa est comme ça, maman est comme ça. Oh, il changera peut-être, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au fond, ben, j'accepte qu'à un moment, l'autre n'est pas nécessairement... On n'est pas dans du toxique, on est dans des petits dysfonctionnements comme ça. C'est un choix. C'est juste un choix. Donc on revient. Modé ani le fanecha melecha vekayam. Prendre cette habitude. Le problème, c'est qu'on a vécu dans un univers dans lequel on n'a malheureusement pas entendu les compliments. Dans un univers dans lequel on ne nous a pas dit bravo sur nos combats gagnés, mais éventuellement que sur nos réussites exceptionnelles, alors il est vrai qu'il est difficile d'installer cette dimension à l'intérieur de notre famille et de créer cette atmosphère positive, dans laquelle chacun se sent bien de se savoir exister, d'être reconnu. Dans une entreprise, dans une école, là où vous voulez une atmosphère positive, c'est quand chacun sait qu'il est reconnu parce que le directeur, le sous-directeur, le monsieur, la madame, le truc lui a dit « Ah, c'était super, on a bien apprécié. » Point, juste un mot, deux mots. « Ah, ça fait plaisir de vous voir ce matin. » Que sais-je? Ah, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu, ben c'est agréable de vous voir revenu parmi nous. Il n'a pas dit « Vous êtes le meilleur prof », il n'a pas dit « Vous êtes... » Non. Et là, on est content, on est souriant, on est heureux. Et il y a une atmosphère positive. Un prof qui rentre en classe et qui dit « Les enfants, j'étais un peu malade, je vous ai langui, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. » Attendez. Atmosphère de autre. Et ça, on est tous capables de le faire. Si on n'a pas été éduqué là-dedans, c'est très compliqué. Et donc vous allez dire « Oui, mais mon mari, oui, mais ma femme n'arrive pas à faire de compliments. » Génial. Rewind. Nisayon. La réalité n'est pas celle que j'aurais voulu. T'as raison. Donc c'est extraordinaire. Ça va m'obliger maintenant à faire un travail, d'aider l'autre à faire quelque chose qui pour lui est difficile. Ça va m'aider à apprendre à valoriser quelque chose qui pour moi est d'une simplicité extraordinaire et qui pour l'autre est génial. C'est ce qui me permettra, quand mon enfant qui a peut-être une difficulté, de me dire « Mais c'est extraordinaire, il a eu 7 sur 20 et pour lui c'est colossal. » Et donc je le lui exprimerai, ça lui donnera tellement de force et d'énergie qu'il aura 8 et 9 et 10 et 12. Et concrètement, les choses, elles rentrent dans des spirales positives. Ce qu'il faut, c'est inscrire la spirale. Ce qu'il faut, c'est inscrire la spirale. Et décider de savoir comment on a envie de voir les choses. Un regard positif, c'est quoi aussi? C'est apprendre à voir même dans l'échec une forme de réussite. Il y a un enseignement qui m'a beaucoup touché, qui est un enseignement, je crois, qui est dit au nom du Balatania. Je ne l'ai jamais vu dans le texte, hein, celui-là. Je l'ai lu et quelqu'un m'a dit que c'est aussi le Balatania qui donne cet enseignement. Il dit que le clan Israël, à moins 50 degrés d'impureté, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Alors, en dehors de la compréhension kabbalistique et autres, on va arriver avec des questions, voilà, gros sabot. Mais Dieu ne peut pas. On est à moins 50. Il ne peut pas nous sortir. Alors bien sûr, ceux qui connaissent vont dire non, le moins 50, ok. Mais moi j'arrive juste à faire un peu mathématique bête, d'accord? Celui qui ne touche pas à l'univers complexe de la Kabbale et de la mystique. Attends, si on était à moins 50, ben on peut. Et il explique la chose suivante. Il dit parce qu'on a toujours besoin d'un micro-mérite. Et ce micro-mérite, c'est quoi? C'est que quand tu es à moins 49, tu n'es pas encore à moins 50. Et ça, c'est génial. Je me rappelle un de mes maîtres un jour, dans une situation X, où il était en train de me remettre face à moi-même sur certaines choses, et j'étais pas très fier de moi. Il m'a dit à un moment, en tout cas bravo, parce que ça tu l'as pas fait. Parce que ça, t'as pas dit, parce que ça, comme ça, t'as pas agi. Je vais pas vous raconter ma vie, mais... Et pour vous dire que ça vous marque, c'est que je suis capable de vous en parler aujourd'hui. C'est une histoire quand j'avais, je sais pas, 17 ans. Et il m'a dit, mais t'es super, hein. T'aurais pu être pire, tu l'as pas été.
T'as bu un demi-verre de whisky, t'aurais pu en boire 2. Ça peut être ça aussi. Et bravo. Ça ne veut pas dire que boire ton premier verre, c'était super bien. Mais ça, c'est extraordinaire. Atmosphère positive, c'est dire, tu sais, tout à l'heure, il a fait ça, il s'est très énervé, mais après, eh bien, il a réussi à se calmer tout seul et c'est génial. Mais pourtant, pendant un quart d'heure, il était en train de trépigner par terre et de hurler, le gosse. Mais au bout d'un quart d'heure, il a réussi à se calmer et à reprendre le cours des choses. Mais t'es génial. Ah, mais dans la vie idéale telle qu'on l'a fantasmée tout à l'heure, on se lève à 7 heures, vous vous rappelez là toute l'histoire géniale là, que dans les livres? L'enfant il se met pas en colère, le mari il est toujours souriant. Et la femme elle est toujours sympathique. C'est vrai. Atmosphère positive, c'est que qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui se met en colère, qui arrive à se calmer tout seul, c'est bien, oui. Mieux s'il ne se met pas en colère, soit. Mais c'est bien, oui, alors pourquoi tu le dis pas? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne l'exprime pas? Pourquoi on ne le verbalise pas? Pourquoi on n'apprend pas et on ne s'apprend pas soi-même à voir cela? Et au passage, lorsqu'on arrive à fonctionner de cette manière, c'est tellement simple et en même temps c'est difficile parce que c'est une habitude à prendre. L'autre est tellement heureux de voir que nous n'avons pas saisi son dysfonctionnement pour le tirer vers le bas, éprouve une immense reconnaissance et n'a qu'une envie, c'est d'être à l'écoute de notre parole et d'avoir envie de se parfaire et de s'améliorer. C'est-à-dire que sans avoir besoin, et vous le savez pertinemment, allez, je vais prendre des exemples gros sabots. Monsieur rentre à la maison tard, madame lui avait dit « j'avais vraiment besoin que tu rentres tôt ». Elle lui a demandé 3 fois aujourd'hui « il faudrait que tu sois à la maison à 19 h, j'ai des choses importantes ». Il est rentré 20 h. Un peu stressant, un peu stressé, se posant la question « est-ce que pour le Shalom Bayit on a le droit de mentir et d'inventer une manifestation qui n'a jamais eu lieu ?» Il rentre, il est en train de préparer la Libye et sa femme le regarde, lui dit « bon, écoute, je suis un peu embêté, bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que ça m'embête, bon, ben voilà, c'est comme ça, je ne vais pas m'énerver, c'est bête. Tu veux quoi ce soir à manger? Je t'ai préparé un truc, je sais que tu aimes bien ça. Mais attendez, elle lui demande après d'aller acheter ou de décrocher la nuit, il le fait tout de suite, pourquoi? Merci de n'avoir pas exploité ce moment pour me tirer vers le bas. Merci d'avoir dit... Bon, t'es arrivé en retard, je te remercie quand même beaucoup de ne pas avoir oublié ça, ça me rend un immense service, c'est super gentil. Génial. Parce qu'on est tous conscients. Le problème, c'est qu'on n'a pas été habitué à ça. On est dans un monde dans lequel on a oublié comment la Torah nous demande de fonctionner. Et on a l'impression que ça, c'est l'univers de la petite maison dans la prairie, c'est faux. Ce sont des choses que l'on décide. Donc on a ce soir, on a ce soir, on va passer dans quelques minutes aux questions, on a ce soir 2 axes. Un peu plus, mais au moins c'est 2 axes. Le premier axe, se rappeler de l'univers du Nisayon, du Nes, du Gadol, du Degel, de l'utilisation que l'on va faire et d'apprendre à construire une dimension positive dans la manière dont on va voir les éléments auxquels on est confronté. Et le réaliser pour nous. Et apprendre à ceux qui sont autour de nous à fonctionner de cette manière parce qu'ils nous ont vu fonctionner de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est pas grave, mais je peux avoir une autre lecture. Je peux avoir une autre manière de le vivre. Et plus que cela, qu'on le veuille ou pas, ça va m'obliger à travailler sur moi-même. Et ce travail sur moi, comme on l'a vu, va avoir un retentissement sur plein de choses. Rappelez-vous là, le bruit, le concentration, vous avez vu? Ça ouvre sur tellement d'autres choses. Deuxième axe. Cet univers de la reconnaissance moderne, c'est la tonalité de la vie d'un juif. La tonalité de notre journée, elle est là. Cette notion de savoir être dans une reconnaissance qui passe à travers le compliment, qui au bout d'un moment devient du domaine de l'évidence et qui crée une atmosphère paisible et tranquille et positive. Pourquoi?
Parce que quand on se sent bien, quand on se sent aimé, quand on se sent apprécié, eh bien, on gère les situations de manière beaucoup plus tranquille. L'enfant qui a oublié son cartable, il n'y a pas de problème, c'est ennuyeux. Mais on le gère avec plus de sérénité, parce qu'à l'intérieur de soi, on se sent bien, parce qu'on se sent profondément exister. Ça va être donc 2 points, je pense, sur lesquels on peut faire un travail extrêmement concret. Et même si ça a l'air d'être un peu surprenant, rassurez-vous, c'est quand même relativement facile. Il suffit juste de le mettre en place. Dernier point, qui est plus lié à ce que j'appellerais Inyana de Yoma, c'est-à-dire le sujet du jour. On arrive en période de Pessah. En période de Pessah, bien sûr, il y a des tensions. Les hommes ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne de cette manière. Alors on dit que si les hommes devaient s'occuper de faire Pessah et les femmes Sukkot, on commencerait tous au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Les femmes pour construire la Souka et nous pour faire le nettoyage. D'accord. Donc, on est là. Mais ça va, t'es pas obligé de refrotter là. C'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. On cherche le Hametz, hein, juste le Hametz. Hametz a une définition. Hein. C'est une définition claire. Il n'y a pas de Hametz dans l'armoire dans laquelle on a juste rangé les draps et qui est dans notre chambre dans laquelle on n'est jamais rentré avec du Hametz. Il n'y a pas, je vous assure. Si on rentre de temps en temps, d'accord, mais si on rentre jamais, il n'y a pas. Pourtant, il faut regarder. Pourtant, on ne sait pas. Enfin, les hommes ne savent pas. Les femmes, elles savent. Nous, on ne sait pas. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, je suis impressionné. Je suis impressionné. Par quoi? Mais par tous les efforts que tu fais pour faire les choses le mieux possible. Parce que de toute façon, on se rassure tout de suite, on peut dire ce qu'on veut, ça ne changera rien. On raconte sur la femme du Briskorov qu'un jour il lui a dit je suis pas sûr qu'il faut faire ça. Elle dit attends, t'occupe pas de ça, sinon on va manger Hametz à Pessah. Le Rav de Brisk, vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire c'est le truc énorme. Donc, on a une période idéale dans laquelle il y a la réalité de l'autre telle qu'elle est. Parfois, pardonnez-moi, c'est folie. C'est truc qu'on ne comprend pas. C'est vrai, c'est vrai. Changer. On ne change pas quelqu'un, quelqu'un décide de changer. On peut l'aider s'il a envie. Sinon, c'est son histoire. Ça fait écho à son histoire familiale, ce qu'elle a vu chez sa mère, ce qu'il a vu chez son père, que sais-je. On n'en sait rien. Donc pour l'autre, ça représente symboliquement quelque chose de fondamental. Soit. Pour 1001 raisons qui nous échappent. On a des occasions merveilleuses ici d'être et de construire une atmosphère positive en utilisant ce genre de choses. Un, pour faire un travail sur nous-mêmes, zen. On va remanger des cornflakes ce soir parce qu'il faut refaire pour la 2e fois l'armoire des draps. C'est vrai. Donc, on travaille sur quoi? Sur le rapport à la nourriture. On apprend aux enfants qu'au fond, c'est génial. Parce que quand on a mangé même des cornflakes, on n'a plus faim et c'est quand même très sympathique. Et puis en même temps, on va faire un compliment. Mesdames, ça va dans l'autre sens, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. Bah, ici, je parle en tant qu'homme parce que j'ai plus d'exemples de mon côté que de l'autre, mais vous pourrez en trouver autant de l'autre côté, hein, je vous rassure tout de suite. Donc voilà, c'est là. Le cadeau, il est là. Il est présent. On l'utilise ou pas. Et comme par hasard, ce qui pouvait être source d'absence de dimension positive dans la maison, d'une certaine forme de tension qui, même si elle ne s'exprime pas dans la violence, est présente, fait que comme par hasard, eh bien il y a un sourire là, il y a une sérénité ici, et au fond on réalise que les choses elles ne sont pas si fondamentales, donc on apprend à avoir des bonnes gestions de priorité. Et quelque part on s'est construit, et quelque part on a grandi, et quelque part on est différent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une proposition qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours. C'est pour cela que l'univers de la famille, c'est la rencontre d'êtres dissemblables. Parce que c'est justement dans cette différence que vont se jouer les confrontations qui vont nous permettre de grandir.
C'est pour ça que le drame de notre société, c'est de vouloir faire coexister des personnes qui sont identiques. Parce que quand je retrouve dans l'autre mon propre visage, je suis tout, partout sauf dans l'altérité. Et en même temps, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, parce que son fonctionnement et le mien est identique. C'est l'arrêt du mouvement, c'est la mort, c'est l'abomination. C'est très intéressant. On n'est pas juste dans un problème de moralité ou d'interdit au niveau des choses qui sont bas de gamme. C'est quelque part, c'est une atmosphère que l'on construit dans une société. Ne pas se confronter à la difficulté que génère l'autre, c'est simple en prenant l'autre identique à soi. De monsieur, etc. C'est tellement plus simple. On sait comment ça fonctionne. Donc il n'y aura pas de problème, ou très peu. Donc au fond, il n'y a plus de grandeur. Il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de bouleversement. Et la Torah elle me dit, ben justement, l'enjeu il est là. L'enjeu il est justement d'être dans cette confrontation, dans une possibilité extraordinaire de pouvoir se transformer. Voilà quelques pistes. Et j'insiste, on peut vraiment passer aux travaux pratiques. C'est-à-dire, ce soir, je me suis permis d'être dans des choses qui sont peut-être un peu plus que d'habitude dans le très concret. Mais parce qu'il y a des choses sur lesquelles, eh bien, on a besoin de s'y mettre. Alors au début, on aura l'air un peu emprunté. L'autre aura l'impression qu'on fait sa fiche de devoir. C'est vrai. Mais c'est génial. C'est génial, c'est-à-dire j'ai face à moi quelqu'un qui est en train de me dire c'est suffisamment important pour moi notre univers pour que je fasse des choses qui ne me sont pas naturelles mais dont je sais qu'elles sont positives et bonnes. Et comme un enfant, je fais des efforts même si ce n'est pas spontané. Mais c'est fabuleux. Vous imaginez un petit peu? C'est extraordinaire. À nous, dans nos images, l'autre naturellement. Ça, c'est les films. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc les gens disent, vous vous rendez compte, si vous ne lui aviez pas dit, il ne l'aurait jamais fait. Mais je dis, mais vous avez une chance incroyable, monsieur, madame. Vous avez quelqu'un qui est capable d'accepter qu'il ne sait pas faire les choses. Donc l'humilité d'accepter je ne sais pas faire, qui a accepté une parole qui ne correspond pas à son mode de fonctionnement, et qui est en train de montrer que c'est super important sa vie de famille, et qu'il est prêt à faire un effort sur quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Mazal Tov, vous avez gagné le gros lot. C'est fabuleux. Voilà un petit peu comment on peut voir les choses et comment on doit les voir. Comme je vous l'ai dit, c'est un choix. Ce choix, il nous appartient. Et rappelons-nous, on sort du GAN, on n'est pas dans le bac à sable, on n'est pas dans Prums 2. On ne demande pas à l'autre de commencer avant de commencer à faire le travail. On installe des choses et on va dans la direction qui doit être. Voilà quelques idées sur ce sujet. Et bien sûr, nous allons passer immédiatement à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Oui, madame. Est-ce que le compliment, quelque part, il ne peut pas tourner à la flatterie? C'est-à-dire, c'est vrai que le compliment, c'est positif. Moi, je sais que quand ma fille, elle va à l'école, souvent, je dis, on dit sa tenue. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu négatif entre justement le compliment et la flatterie? Alors, j'entends, bien sûr, vous avez raison, la flatterie, c'est quelque chose qui n'est pas beau du tout. Mais la flatterie, c'est une stratégie que l'on utilise pour obtenir quelque chose. On est vraiment dans l'univers de Echad Bepe et Echad Belev. On pense une chose et on en dit une radicalement différente. La flatterie, c'est une des armes que l'on utilise quand on est dans un monde de stratégie relationnelle. Et ça, en effet, c'est ce qu'on appelle la Hanifut. Et il me semble que la Gemara dit que Katch al-Hanafin, c'est-à-dire le groupe des gens flatteurs, il fait partie de ceux chez Nan Mekablim Peneshrina qui ne reçoivent pas la présence divine, à l'image de Kat Chakranim et de Kat Lachonara, de ceux qui sont dans le mensonge et disent du Lachonara. Donc vous avez totalement raison. Mais la flatterie, c'est une stratégie. Une stratégie pour obtenir, mais au fond de soi-même, on n'y pense pas du tout. Alors que l'autre, concrètement, parce que c'est relatif à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et on ne le fait pas parce qu'on veut obtenir. Parce que les enfants, surtout les enfants sont des buvards. Les enfants reçoivent parfaitement tout l'univers des non-dits. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien à quel moment c'est le corbeau et le renard. Vous avez
Là, en effet, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Non, ils sont pas fous. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde adulte, on est parfois conscient, mais on en a tellement envie qu'on joue le jeu comme tout le monde. Bon, chacun a le droit de s'enfermer dans son univers. Autre question? Juste par rapport à ce que vous venez de dire. Quand un enfant ou quelqu'un, vous lui faites un premier, on dit « Ouais, d'accord, t'exagères, qu'est-ce que tu veux ?» Il faut dire « Non, très sincèrement, j'ai envie de te le dire. Je te rassure, t'es pas parfait, hein. Mais j'avais envie de te le dire. J'avais envie que tu l'entendes. J'ai apprécié, je trouve que c'est sympa. Disons les choses. Oui, non, rassure-toi, je pourrais aussi ouvrir le dossier de ce qui va pas, mais ça m'intéresse. J'ai envie de te le dire pour que tu le saches. Point, c'est tout. Mettre en mots, sans plus. Pas simple dans un univers dans lequel nous-mêmes, on n'a pas entendu les mots. Et pourquoi? Parce que parfois, les parents n'y arrivaient pas, ne pouvaient pas, parce qu'il y a des souffrances, il y a plein de choses. Parfois, ils n'ont pas réussi, et donc on a quand même géré, on a construit, on a réussi, mais c'est vrai que ça aurait été plus mieux, comme dirait l'autre. C'est sûr. Autre question. Oui. Est-ce que c'est nuisible de, par exemple, quand on a parlé d'une épreuve, on a une épreuve, et au Hachem, il y a une atmosphère positive dans la maison, comme vous l'avez décrit avec et il y a une épreuve qui arrive. Est-ce que par rapport aux enfants qui sont là, il faut ne pas parler de cette épreuve parce que ça pourrait... là justement, je rebondissais sur les non-dits dans un autre contexte, mais est-ce que finalement on peut en parler parce qu'elle est là et qu'on essaye de la gérer au mieux, donc on parle avec son conjoint parce que ça tombe, c'est là, et voilà, de se poser la question de se dire est-ce que finalement, toujours sans en parler, sans prise, mais est-ce que c'est négatif d'en parler devant l'enfant ou est-ce que justement ne pas en parler devant lui, ça crée... Alors là-dessus, je vais me permettre de faire une distinction. Vous savez que le problème majeur, c'est pas dans la vie l'émetteur, c'est le récepteur. Alors ce qui va être important au niveau des enfants, c'est la lecture qu'ils vont faire des choses, l'interprétation et le retentissement que ça peut avoir sur eux. Je ne suis pas du tout pour l'univers des mensonges, dans lequel les enfants se rendent compte qu'il se passe quelque chose mais on ne dit rien. On peut choisir des mots pour expliquer qu'actuellement il y a quelque chose qui est un peu compliqué, un peu difficile, mais Bezrat Hashem, on fait la tefila et on espère très fort que ça va aller. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être dans l'incertitude. C'est l'horreur. Être dans l'incertitude, un enfant il ne sait pas. Il voit qu'il y a... Alors qu'en vérité le problème c'est que tout simplement, papa avait fait une affaire, il espérait gagner 50 millions de dollars et en fin de compte il n'a rien gagné. Mais tout va bien. Mais tout le monde, parce que tout le monde avait fantasmé qu'on allait s'acheter la maison là-bas et ça n'a pas marché. Bon, on est toujours dans notre propre petite cuisine, tout le monde va bien. Mais l'enfant il ne sait pas que lui. Donc lui il est persuadé que c'est une catastrophe catastrophique. Ah non. C'est comme chaque semaine, à 6 chiffres près on loupe le loto. C'est l'horreur. Imaginez, à 6 chiffres près on aurait pu l'avoir. Bon, ça va, c'est des choses qui arrivent. Je pense que ça nous arrive à tous d'ailleurs. Donc, si on joue en plus. Donc, maintenant c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui sont beaucoup plus lourdes. Quand il s'agit malheureusement d'une problématique de maladie ou autre, c'est vrai que là il faut demander peut-être, savoir quels sont les mots à dire et de quelle manière dire les choses, pour que les enfants prennent la mesure, tout en leur apprenant à ne pas être dans une forme de gravité, de tension ou autre. Après, c'est vrai que, en dehors de ces choses qui sont très anxiogènes, ce qui est normal, le reste, faut faire ce travail de savoir en quoi on va grandir, et puis au fond remettre les choses à leur place. Alors Ben Tiongreis, dans un de ses livres, rapporte l'histoire suivante, d'un couple, d'un homme qui un jour la voit à Jérusalem. Il dit, nous avons décidé avec mon épouse pendant 1 an d'être à Jérusalem et d'étudier, elle dans un séminaire, moi dans une yeshiva, on habite là et on prend du temps. Il a raconté l'histoire, il lui a montré qu'il avait un petit papier, il a dit, ce papier m'a sauvé la vie. Et l'histoire est vraie. Cet homme était dans la bourse, il spéculait énormément et il avait fait des affaires incroyables, mirobolantes. Il était devenu extrêmement riche. Et un jour, il a joué sur quelque chose de très gros et il a tout perdu de A à Z, mais de A à Z. Il était dans un état pitoyable, et son épouse est venue et s'occupait de lui comme d'un enfant. Et elle lui a dit, tu sais, je ne me suis pas marié pour ton argent, et tes qualités n'ont pas bougé, c'est vrai que ça va être plus compliqué, c'est sûr, mais alors l'essentiel c'est pas là. Et le fait de le lui avoir dit, de le lui avoir écrit, lui a permis à un moment d'avoir une autre lecture de cette situation qui n'était pas agréable, et je le souhaite à personne.
Et ça doit être une souffrance d'être extrêmement riche et d'être normal. Ça ne doit pas être simple. Ça ne doit pas être simple du tout. Et surtout quand on se rend compte qu'on ne nous regarde plus de la même manière et qu'on n'existe plus, ça veut dire qu'au moins, et qu'on identifie quels étaient nos amis réels. C'est pas tellement qu'on en a moins, c'est qu'on voit qu'au fond, tout ce qu'on pensait, c'était pas vraiment ça. Ah, ça fait bizarre. Elle lui a dit, mais oui. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, on réalise ô combien la situation a fait que. Et les enfants, il faut savoir leur dire, il y a une petite difficulté actuellement, il y a des choses qui ne sont pas simples, mais ça fait partie de la vie. Et vous allez voir, et à ce moment-là, avoir une gestion des priorités. Qu'est-ce qui est fondamental? Quels sont les vrais enjeux? Quels sont les vrais enjeux? C'est où les vrais enjeux? Comme je vous ai donné une fois dans un cours, je crois que je vous l'ai donné, je l'ai dit peut-être ici ou ailleurs, quand on est sur une paroi, et qu'à un moment on dérape et qu'on essaye de se rattraper, et qu'on n'essaie pas trop, et qu'à ce moment-là on nous propose une pomme verte alors qu'on préfère les pommes rouges, ça ne change rien à notre vie. Pourtant, à un autre moment, on dit « Mais je t'ai dit que j'aime pas les pommes vertes !» Et je comprends pas, t'es pas capable de te rappeler, j'existe pas. Que dans des moments pareils, on n'a même pas le temps de penser si elle est rouge ou verte. On a besoin de nutriments, on mange la pomme et on est très heureux que l'autre ait pensé à amener une pomme. C'est ce genre de choses. Alors c'est facile de dire, c'est plus facile de vivre. Ce matin, j'étais à Toulouse pour un triste anniversaire. On a parlé de choses qui ne sont pas simples, avec les enfants, avec toute l'équipe pédagogique. Et j'aurais dit une chose, c'est sûr que c'est facile de dire, et j'espère toute ma vie, pour moi comme pour vous tous, de ne pas savoir de quoi je parle. Parler d'épreuves, c'est simple. Hein. Vous comprenez l'épreuve et vous comprenez l'épreuve. On se calme. Donc, je ne sais pas de quoi je vous parle. J'essaye juste de vous traduire ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai étudié. Mais ne pas être donneur de leçons et de dire vous comprenez dans ce cas-là parce que vous. C'est facile à dire. Et tous les jours on prie pour ça. Altevienne Nisayan. Parce qu'à un moment il ne faut pas quand même se la jouer. Mais voilà ce que les Chazal nous disent. Et comme la Gemara nous dit qu'une épreuve c'est aussi quand on voulait des cornflakes et qu'on n'avait que des Rice Krispies, c'est aussi ça. J'aurais préféré, j'ai pas eu, il y a une dysfonction entre mon désir et la réalité de que je voulais. Alors il y a suffisamment d'épreuves comme ça et qu'on n'en ait pas d'autres. Je voulais absolument acheter ce costume, il n'est plus en magasin. C'est une épreuve, ça m'embête, je vais être obligé de courir. Ok. D'accord. Et à ce moment-là, verbaliser, mais bien sûr savoir que l'enfant, il peut avoir une lecture et donc il faut mettre en mots de manière claire. Ne peut-être pas tout dire, mais ce que l'on dit, ne pas laisser de zones d'ombre qui sont très très difficiles parce que c'est le problème de l'interprétation. Vous savez, c'est comme si quelqu'un vient vous voir et va vous dire, écoutez, j'ai un problème avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, on en parlera. Imaginez, le directeur de l'école a dit, il faut que je vous voie à propos de votre enfant. On passe pas une bonne nuit, hein. Et puis le lendemain, il dit, voilà, je voulais vous dire que justement, on était très intéressés par... puis il travaille très bien, hein, oui. Oui, bien sûr, tout va bien, très content. Hein. Les zones d'incertitude, c'est terrible. On peut faire un travail sur l'Emouna, sur le bitachon, et sur lequel qui fait qu'on prend les choses, et puis travailler sur ses peurs, c'est se représenter le pire et savoir comment se confronter, et puis après, on les gère différemment. Mais bon. Oui, autre question. Oui, madame. Est-ce que le fait de complimenter un enfant quand il a fait une bêtise ou quelque chose qu'on a du mal à accepter, ça ne va pas, pour positiver l'atmosphère, est-ce que ça ne va pas en fait enlever en lui la conscience du mal qu'il a fait Alors, vous n'allez pas faire un compliment à un enfant qui a fait une bêtise, mais vous allez à un moment lui dire « Écoute, je t'avais demandé de faire ça, bravo, tu l'as fait. » Et c'est très bien, mais alors là, ce que tu m'as fait ici, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, voilà, je suis conscient qu'il y a... Mais là, ça... C'est comme quelqu'un qui dit, écoutez, voilà ce que vous avez fait ici, je suis très content, mais là-dessus, c'est du n'importe quoi. Et je suis vraiment pas content, et ça ne va pas. Et vous mettez en mots. Mais pas qu'il a l'impression qu'on l'enferme là-dedans.
comme on va dire à l'autre, écoute, j'ai beaucoup apprécié que tu n'aies pas oublié de me ramener ça, mais c'est quand même un peu ennuyeux que tu aies oublié qu'il fallait que tu rentres à 8 heures, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu embêtant quand même. Mais l'autre rencontre, je vois, je me rappelle que, donc c'est en deux mots, je ne veux pas voir que la dimension du négatif, quoi. Et ça permet de mieux recevoir aussi. Ça permet de mieux recevoir. Et donc, à partir de cela, de travailler sur ce qu'on a entendu. Autre question? Oui. Et quand c'est l'enfant qui a l'épreuve, comment lui faire comprendre que... Enfin, comment lui expliquer? Très difficile. Un enfant qui vit une épreuve, il faut d'abord lui montrer qu'il y a une réalité qui est difficile et qu'on est avec lui. Nous-mêmes, dans notre histoire familiale, on a un enfant qui, à un moment, le médecin ne savait pas ce qu'il allait être avec lui, et qui a porté une difficulté pendant de très nombreuses années, qui, Baruch Hashem, maintenant, a totalement, complètement, absolument disparu. C'est que du souvenir. Mais pendant des années, il y avait quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Ben, on est avec lui, on met en mots, on dit je pense que ça ne doit pas être simple, mais je pense que tu peux très très bien y réussir. Et à ce moment-là, réaliser qu'au fond un enfant qui a une difficulté, il va réussir à grandir parce qu'il va développer chez lui une force de volonté incroyable. Et c'est ce qu'on peut voir. Si on est là en train de s'apitoyer, je ne parle pas de ne pas faire preuve de compassion. Il faut faire preuve de compassion, mais à un moment, s'apitoyer, c'est empêcher l'autre de se battre. Alors c'est sûr, pour les parents, c'est bouleversant. Parce qu'on ne comprend pas toujours, et qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est un deuxième problème. Mais là, se dire, il n'a pas le choix, il va être obligé de se battre. Et concrètement, eh bien, dans T+10, cette obligation qu'il a eue de batailler pour sa difficulté va être pour lui d'un secours extraordinaire, d'un support extraordinaire. Il apprendra à relativiser les choses. Il saura se battre. Il ne lâchera pas. Il ne verra pas dans la difficulté un prétexte pour ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'à ces moments-là, ce n'est pas simple. C'est sûr. C'est sûr. Mais je pense qu'en amont, il y a un travail à faire au niveau des parents. D'un travail qui n'est pas simple, qui est le travail de l'acceptation. Et qui dit acceptation, dit d'abord révolte. Et je me permets juste de vous citer, justement, on en parlait ce matin. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à voir les maîtres du peuple juif, on lui montre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est immense, c'est colossal. Moshe, à un moment, il entend un enseignement, il ne comprend pas. Je ne vais pas te donner des explications sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi que Moshe, il ne comprend pas. On prend juste les choses au premier degré. Il dit, en tout cas, à Dieu, il dit, mais t'as un tel homme, c'est moi qui donne la Torah. T'as Rabbi Akiva, c'est moi. Il dit, c'est comme ça que j'ai décidé. Alors Moshe, il dit, bon, et je peux voir comment il finit sa vie, cet homme. Aussi énorme, immense, 40 ans il commence et c'est colossal. Il dit oui, tu vas voir. Et Rabbi Akiva est au poteau de torture en train d'être déchiré avec des peines de fer par les Romains. Il y a marqué que Moshe, les Malachim, ils disent tous Zou Torah, Vezou Srara, une telle Torah, il y a une telle récompense. Et Dieu dit, je t'en constate. Mais Moshe, il n'a pas eu peur de dire c'est révoltant. Mais il accepte et il dit je vais vivre avec la question sans réponse. Et il reçoit la Torah et la transmet. Mais à un moment, il n'a pas dit « Non, c'est sûrement bien, quoi. Il n'y a aucun problème. » C'est un problème. C'est difficile. Comme Abraham Avinu, il arrive et il a de l'eau jusque-là, au moment où il amène Yitzhak pour la Kedah. Et disent les maîtres de la Kabbalah que l'eau profonde, c'est le symbole de la problématique de l'intellect. Il ne comprend rien. Tu es Yitzhak, elle est où ta promesse? Tu te contredis, ça ne veut rien dire cette histoire, ça veut plus rien dire. Et dit Hachem, sauve-moi, aide-moi à continuer à avancer, alors que je suis là en disant, mais je ne comprends rien à ce que tu me fais. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, dire, c'est difficile, on ne comprend pas pourquoi. C'est pas bien, c'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça, mais Hachem a décidé que. Donc s'il a décidé que, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement et qui se joue ici, et on va devoir avancer. Parce que si on se refuse à un moment d'accepter qu'on a des sentiments d'être humain, si on veut se prendre
pour quelqu'un qui n'est d'aucune manière affecté par quoi que ce soit, même si c'est bouleversant, j'ai peur qu'on soit en train de... On n'est pas loin de la folie, parce que certaines personnes y arrivent, mais c'est un travail de vie qui tout de suite voit que ça les touche. Mais, en tout cas, pas moi c'est sûr. Voilà, c'est un petit peu là où les choses se jouent, et puis après, parfois on a besoin aussi d'en parler. Et puis en parlant, parfois on apprend à reposer les choses différemment. Autre question? Encore quelques minutes, allons-y. 7 minutes. Oui. Quand on voudrait faire un compliment, mais qu'on ne sait pas le faire, on n'a tellement pas l'habitude de le faire, est-ce que vous avez un mode d'emploi? Ce que vous venez de dire, madame. Voilà la réponse. C'est ce que vous venez de dire. Je ne sais pas te dire les choses, mais j'ai envie de te dire des choses très gentilles. C'est un mot. Vous savez, c'est quoi? On est tous sur certains points des enfants. Tous, on a une dimension un peu enfantine, des choses qu'on ne sait pas bien faire. Quand un enfant nous amène un Picasso, vous savez, c'est quoi les Picasso des enfants? Il a voulu nous faire un beau dessin. On est dans de l'art très abstrait. On ne sait même pas dans quel sens il faut le voir. Il a mis tout son cœur, vous adorez. Les parents aiment, on l'expose. Parce que par rapport à ses capacités dessinateurs, il a fait quelque chose de merveilleux. Maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas exactement comme ça que ça doit se faire, ce dessin. Mais au regard, on a tous des choses sur lesquelles on peut dire « je ne sais pas faire ». Quelqu'un peut dire « vous savez, pour moi, j'arrive pas trop à dire des compliments ». Alors j'ai envie de vous dire quand même que j'apprends.